Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour chers amis auditeurs, mon compère Jean et moi-même sommes heureux de vous retrouver. Jean, quel livre nous présentez-vous aujourd'hui ? Alors je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Marie-Blanche de Polignac, la dernière égérie de David Gaillardon aux éditions Talendier, 492 pages. Et pour moi-même, une fois n'est pas coutume, je vous ferai découvrir non pas un livre mais 2 livres, à savoir pour commencer Le secret de Sibylle de Laurence Cosset et à suivre Le bâtard du Roussillon de Jacques de Villy. À vous Jean. Alors Marie-Blanche de Polignac. Pour que les autres disent du bien de vous, n'en dites pas vous-même. Cette maxime semble avoir inspiré la vie de Blanche de Polignac, non pas une vie discrète, mais une vie secrète, alors que, très mondaine et souvent placée en avant-scène, sous les regards de tous, on connaît presque tous les détails de sa vie, mais qu'en sait-on vraiment au juste de celle qui fut appelée le Sphinx ? Elle est née en 1898 et elle est la fille unique de Jeanne Lanvin et d'Émile Di Pietro. Elle ne s'appelle pas Marie-Blanche, mais Marguerite, dite Guiguite. Sa mère, Jeanne Lanvin, de famille très modeste, mais couturière de génie, va développer avant la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle une maison de couture exceptionnelle. Elle emploie plusieurs centaines de couturières. Elle habille au début du XXe siècle ce qu'on appellerait aujourd'hui la jet-set. Elle fait fortune et a une véritable adoration pour Guiguite qu'elle transforme dès sa tendre enfance en poupée de mode. Guiguite reçoit aussi une éducation très soignée, notamment musicale. Elle étudie dans un cours privé fréquenté par les bonnes familles et suit les cours de danse de société. L'éducation est bourgeoise et raffinée. Guiguite présente rapidement des dons exceptionnels en musique. Excellente pianiste de niveau professionnel, elle chante remarquablement. Tous ces talents vont s'exprimer par des petits concerts donnés par l'adolescente dans les familles de ses amis. C'est là qu'elle va rencontrer la famille de Clémenceau, dont les petits-enfants sont de sa génération. L'un d'entre eux, René Jacquemer, étudiant en médecine, tombe amoureux d'elle. Mais Guiguite n'est pas passionnée par son ami d'enfance. Éclate la guerre de 1914 et Guiguite, marraine de guerre, va échanger une correspondance suivie avec René. Sur l'insistance de cet amoureux éperdu, Guiguite finit par céder et l'épouser en 1917. René poursuit et achève ses études de médecine. Le mariage, qui ne sera pas heureux, reste infécond et aboutit 5 ans après à un divorce en 1922. Il sera d'ailleurs reconnu nul religieusement. Mais le couple Jacquemer est, au début des années folles, un ménage à la mode, un ménage lancé. Clémenceau est le père La Victoire. Il fréquente l'avant-garde, notamment musicale, et Guiguite, dont les talents personnels sont reconnus, se produit régulièrement en société. C'est lors de l'un de ses concerts privés qu'elle va rencontrer un séduisant célibataire, Jean de Polignac. Comme l'indique parfaitement David Gaillardon, Guiguite est alors un personnage proustien. C'est en 1919 que Marcel Proust obtiendra le prix Goncourt pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Guiguite est une mondaine qui use abondamment de l'opium et du champagne. Elle est très belle, elle est en vogue, elle est parfaitement habillée par la maison Lanvin. Et elle fréquente Darius Milhaud, Georges Auric, Honegger, Germaine Taillefer, Rubinstein, Poulenc. Dès le divorce et la reconnaissance de nullité de son mariage acquis, Guiguite se remarie en 1924 avec Jean de Polignac. Elle change de nom et de prénom, car Guiguite devient Marie-Blanche, ce que préfère son mari. Ce sera d'ailleurs un grand mariage d'amour. Marie-Blanche rentre alors dans le clan Polignac, dominé par Edmond et Vinaretta de Polignac, qui sont des mécènes musicaux très fortunés. Vinaretta est né singère, Edmond est compositeur. Ils sont aussi très efficaces pour les jeunes talents musicaux prometteurs. Marie-Blanche devient alors une des figures les plus en vue des années folles et d'autant plus que sa mère Jeanne Lanvin règne sur la haute couture. Le parfum Arpège, parfum illustre de Lanvin, doit son nom à Marie-Blanche. Le clan est dirigé par la férule de tante Vinaretta, personnalité puissante et redoutée, que Proust d'ailleurs a surnommée Vinaigretta.
Tout se fait avec et par elle. Marie-Blanche s'intègre facilement au clan Polignac, notamment en raison de ses grands talents musicaux et d'un caractère accommodant. En même temps, le couple Polignac est une des personnalités mondaines les plus recherchées. Une petite cour se crée autour d'eux. Jacques de Lacretelle, l'historien, Jean Cocteau, le poète, Édouard Bourdet, le dramaturge, Francis Poulenc, Georges Auric, Stravinsky, les musiciens, Bérard, le décorateur, Jean Hugo, l'écrivain, René Crével et d'autres sont tous autour du couple Polignac. L'hiver à Paris se passe près de Jeanne Lanvin, l'été se passe à Kerbastik, la propriété morbihanaise des Polignac. Au cours des années 1935, Louise de Villemorin va se rapprocher de Marie-Blanche et de ce petit groupe. Ce sera une amitié peut-être intéressée et parfois acide. C'est à cette époque que Nadia Boulanger, proche de tante Vinaretta, intègre Marie-Blanche au groupe d'études musicales qu'elle vient de créer. Avec elle, Marie-Blanche étudie et chante les cantates de Bach, travaille beaucoup, progresse musicalement considérablement. Avec elle, elle va se produire sur les scènes musicales internationales à Paris, à Londres ou à New York, ce qui est assez inhabituel pour un membre de la haute aristocratie. Il reste encore sur YouTube des airs chantés par Marie-Blanche qui sont accessibles, notamment le Lamento della Ninfa tiré de l'opéra Médée de Charpentier. Quand la guerre survient, les Polignac vont quitter Paris plus fréquemment pour s'installer à Kerbastik, où Jean de Polignac commence à organiser des réseaux de résistance. Malheureusement, en 1943, Jean de Polignac va décéder de maladie. Après-guerre, Marie-Blanche connaîtra une nouvelle histoire d'amour avec un jeune architecte, Guillaume Gillet, de 15 ans son cadet. En 1946, Jeanne Lanvin meurt et Marie-Blanche reprend pour un temps la direction de l'importante maison de couture. La maladie la rattrape elle aussi au début des années 1950 et après avoir assuré l'avenir de Lanvin, elle s'efface, restant entourée de beaucoup de ses amis. Elle décédera en 1958 à 60 ans. Bien qu'elle ait laissé une nombreuse correspondante et que beaucoup de ses amis ont écrit d'abondance, notamment laissant de nombreux mémoires, la personnalité de Marie-Blanche reste largement énigmatique. Mondaine, certes, mais soucieuse de ses amis qu'elle aide, notamment financièrement, narcissique et opiomane, elle a le sens des responsabilités et vit une grande histoire d'amour avec son mari Jean de Polignac, auquel elle sera toujours fidèle. Très en vue, mais discrète, voire secrète sur elle-même, passionnée de musique qu'elle exerce avec de grands talents, elle a vécu au carrefour de tous les mondes. Elle a marqué son époque et de très nombreux contemporains l'ont évoquée. Cette passionnante biographie, autant qu'une personnalité secrète, fait revivre l'époque de Proust et de Cocteau, à jamais disparue. Et il est très émouvant de pouvoir encore entendre la voix magnifique de Marie-Blanche grâce aux enregistrements conservés. Alors elle nous enchante d'outre-tombe. C'est Marie-Blanche de Polignac, la dernière égérie de David Gaillardon chez Talandier. Merci Jean. Je vous présente donc pour commencer Le secret de Sibylle de Laurence Cossé, collection Folio, 154 pages, 8,50 €. Laurence Cossé est une écrivaine chevronnée qui a produit une quinzaine de romans et de pièces pour le théâtre. Elle a obtenu en 2015 le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Ajoutons qu'elle est membre de l'Association des écrivains croyants et puisque nous sommes à Nantes, qu'elle est issue d'une famille nantaise à l'origine de la création et du développement de la biscuiterie nantaise BN. La particularité du secret de Sibylle est qu'il s'agit cette fois-ci non d'un roman, mais d'un récit autobiographique. Ce récit est construit en deux parties complémentaires. La première partie, qui a pour titre Sibylle, est retracée selon le point de vue de l'auteur, qui a vécu une merveilleuse amitié humaine et intellectuelle avec Sibylle au début de leur adolescence, de 10 à 14 ans. La force de cette première partie est de rester au plus près des souvenirs, des émotions et des sensations de la narratrice quand elle était adolescente, alors qu'elle ne percevait pas encore les failles de son amie prisonnière d'une famille embourgeoisée, préoccupée par son ascension sociale, très attentive aux apparences et prompte à dissimuler les difficultés de la vie sous le masque de la normalité. Laurence Cossé se souvient surtout de l'amitié intense qui la lie à Sibylle, de longues conversations quotidiennes, un goût partagé de l'étude et de la réussite scolaire, et de nombreuses et savoureuses heures de lecture côte à côte. Avec le recul, la narratrice souligne leurs différences d'éducation. La vie de Sibylle était parfaitement ordonnée. Chacun des enfants avait sa propre chambre. Elle écrit « Chez les D, tout était net, la maison impeccablement tenue.
Les 3 enfants tirent à 4 épingles. Meilleur lycée, meilleur cours de tennis, meilleure marque de vêtements, meilleur dictionnaire de latin, Sibylle Ulgafio, moi l'autre. Elle ajoute, je la cite encore, « Pour nos parents, l'ambition principale était le bonheur, aucune performance n'était attendue de nous. » Elle a reçu une éducation assez libre, plus modeste. Celle de Sibylle était élitiste, empreinte de distinction. Rien à voir avec l'agitation et le grand désordre qui caractérisaient la famille de Laurence. C'est l'entrée dans des lycées parisiens différents qui scellera l'étiolement de leur amitié. Éloignement, incompréhension devant l'évolution de l'autre, inévitable et douloureuse séparation. Sibylle est triomphante, brillante, séductrice, d'une grande beauté. Laurence est plus effacée. Bientôt mariée et jeune mère, elles finissent par ne plus se donner de nouvelles. Laurence, son amie, vit l'éloignement entre elles comme une terrible blessure, jusqu'à la nouvelle fatale du décès de Sibylle, jeune trentenaire. Dès ce moment, Laurence Cosset a su qu'elle écrirait sur elle, tant elle avait été marquée par cette amitié incandescente d'enfance. La seconde partie du livre, intitulée tout simplement « Le secret », nous révèle ce secret. Et quel secret! Cette partie a été élaborée des années plus tard, à partir du témoignage de la mère de Sibylle et de quelques-unes de ses amies qui l'ont connue ensuite au lycée ou à l'âge adulte. Pour donner envie à nos auditeurs de percer ce secret et de les inciter à lire ce livre, je me garderai bien de le dévoiler. Disons seulement qu'il s'agit d'un terrible secret, et précisons encore que les secrets de famille peuvent être un véritable fléau pour ceux qui les gardent soigneusement cachés. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé la narration captivante de cette forte amitié juvénile, qui rappelle celle tout autre qu'avait remarquablement dépeinte Simone de Beauvoir dans ses mémoires d'une jeune fille rangée. Celle-ci évoquait Zaza, sa très intime amie d'enfance et de jeunesse, elle aussi rappelée à Dieu dans la fleur de l'âge, une amie fervente catholique, tellement différente de la Simone de Beauvoir que nous connaissons tous, et qui l'a pourtant très fortement marquée. J'ai aussi apprécié en toile de fond les réflexions que livre Laurence Cosset sur l'éducation, sur le mode de vie bourgeois et la condition féminine dans les années 60, ainsi que la fluidité de son écriture dans ce court récit. Bref, un livre original, facile et plaisant à lire. Et maintenant, passons, pour terminer, à la présentation rapide d'un autre livre qui pourra plaire non seulement à nos auditeurs habituels, mais aussi à leurs enfants et petits-enfants dès l'âge de 15 ou 16 ans. Ce livre, c'est Le Bâtard du Roussillon de Jacques de Villiers, publié chez Fayard, 490 pages, 22,90 €. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. À 22 ans seulement, son auteur Jacques de Villiers signe son premier roman historique, marchant gaillardement sur les traces de son illustre grand-père, qui n'est autre que Philippe de Villiers. On imagine combien ce dernier doit en être fier. Ce livre raconte de façon romancée, mais avec un grand souci de la vérité historique, un épisode méconnu de l'histoire de France, la croisade d'Aragon. À savoir, l'histoire d'un conflit opposant dans les années 1284 et 1285 les armées du roi de France Philippe III le Hardi, qu'accompagne son fils le futur Philippe le Bel, à celle du roi d'Aragon Pierre III. C'est un combat souhaité par le pape, d'où son nom de croisade, qui s'inquiétait des conquêtes de Pierre en Sicile. Les armées françaises entrent en Roussillon, mais se heurtent à des résistances locales, comme celle de la cité d'Elne, commandée par un chevalier dénommé le Bâtard du Roussillon, sans doute un fils illégitime du seigneur du Roussillon. S'ensuit une aventure tragique que je laisse le soin à nos auditeurs de découvrir par eux-mêmes. Voici un livre très documenté, superbement écrit. C'est l'éclatant retour du roman de Cap et d'épée, avec des rebondissements et des suspens qui tiennent le lecteur en haleine. Un vrai coup de cœur pour tous ceux qui aiment l'histoire, le panache, l'aventure, et qui peut faire vibrer aussi bien un lecteur âgé que ses petits-enfants mineurs. Le Bâtard du Roussillon de Jacques de Villiers, un livre à mettre entre toutes les mains. Pour terminer complètement, nous rappelons à nos auditeurs les livres que nous venons de présenter. Pour vous, Jean? Alors, il s'agit de Marie-Blanche de Polignac, La dernière égérie, de David Gaillardon aux éditions Talandier. Et pour moi, d'une part, Le secret de Sibylle de Laurence Cosset, collection Folio, un livre original et plaisant à lire, relatant une amitié d'enfance incandescente et tragique. Et d'autre part, Le Bâtard du Roussillon de Jacques de Villiers chez Fayard, un superbe roman historique de Cap et d'épée avec plein de suspense qui pourra être lu avec profit par les jeunes et les moins jeunes. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».